de protéger notre pays, avec l'Europe chevillée au corps, et le souci d'apaiser et d'unir dans la justice sociale. Dans ce moment, il nous faudra écarter les extrémistes, les haineux, les adeptes du bruit et de la fureur, les complaisants avec les dictateurs. Il nous faudra refuser la fatalité d'avoir à être gouverné 5 ans de plus par le culte du profit. Il nous disait déjà que ce serait impossible. Quand nous nous battions pour les congés payés, la sécurité sociale, quand nous, les femmes, ne demandions qu'à être libres de nos corps et de nos destins, et pourtant nous l'avons fait. Il nous faut dire aux citoyens de décider librement de leur destin. Ils auront le pouvoir, en nous apportant leur suffrage, d'augmenter les salaires pour que le travail paie, d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne pour que le peuple décide, de réinvestir dans l'école pour que nos enfants maîtrisent leur avenir, de reconstruire l'hôpital où les gens passent avant l'argent, d'ouvrir le droit de mourir dans la dignité, d'assurer vraiment l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger le droit de chacun à profiter pleinement de sa retraite. Oui, nous pouvons décider ensemble et maintenant d'emmener la France vers la réconciliation, vers le redressement et la prospérité. Nous pouvons décider ensemble et maintenant qu'il est temps de punir le crime d'écocide, qu'il est temps d'une écologie juste et accessible aux familles populaires et aux classes moyennes, qu'il est temps de construire ensemble une Europe juste et forte qui œuvrera toujours pour la paix, rendre possible à chacun des enfants de la République ce que la République a rendu possible pour moi. Voilà le fondement de mon engagement. Et mes amis, je suis cette gauche qui ne se résigne pas à rester dans la protestation, cette gauche de transformation et des solutions, cette gauche d'action qui met en œuvre des réformes indispensables à agir dans la justice. C'est la gauche qui est et qui sera toujours du côté des premiers corvées. C'est la gauche qui milite et militera sans relâche pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est la gauche qui mène et mènera le combat du siècle, l'action pour le climat avec détermination et ferveur. Et rien ne nous condamne à l'inaction. Changer de vie, nous l'avons fait. Et ensemble, nous pouvons le refaire. Alors oui, plus que jamais, mobilisons-nous. Car comme le disait Jaurès, l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches, mais elle justifie l'invincible espoir. Vive la République et vive la France! Bonsoir le cirque d'hiver! Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Camarades socialistes, est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui de défendre Anne Hidalgo? Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que la pandémie n'est pas partie. Faisons attention ensemble aujourd'hui. J'aimerais saluer évidemment François Vauglin, le maire du 11e, qui nous accueille aujourd'hui. Mais aussi l'ensemble des élus parisiens qui sont ici avec nous. Mais les camarades, est-ce que vous êtes prêts pour une dernière semaine de campagne avant le premier tour? Est-ce que vous êtes prêts pour des porte-à-porte? Pour des marchés? Pour des sorties d'école? Est-ce que vous êtes prêts pour porter la justice sociale? L'écologie? Et la démocratie? Alors sans plus attendre, j'aimerais vous demander de vous lever. J'aimerais vous demander d'agiter les drapeaux. J'aimerais vous demander de crier et d'applaudir très fort pour Johanna Roland, David Assouline, Martine Aubry, Bernard Cazeneuve et évidemment notre candidate Anne Hidalgo.
socialistes, est-ce que vous êtes prêts pour le grand meeting de Paris? Un grand merci aux serviteurs, un grand merci au Parti socialiste. Je salue Olivier Faure qui est parmi nous ce soir. Et sans plus attendre, j'appelle une réalisatrice de talent qui a choisi de s'engager avec nous, Madame Valérie Dancy. Il y a quelques années, j'ai habité juste à côté du cirque d'hiver, derrière, un peu plus loin, rue de Maille, et j'entendais les lions qui rugissaient. Et là, j'ai un petit peu l'impression d'être avec tous ces lions, et ça fait du bien de vous entendre tous ici aujourd'hui. Alors, j'ai quelques petites choses à dire, très simples, que j'ai écrites ce matin. Je voulais juste parler de ma génération, qui est née au début des années 70. Et on a été éveillés à la culture avec les années de Jack Lang, avec beaucoup de fêtes. Il y avait la fête de la musique, la fête du patrimoine, la fête du cinéma, les théâtres décentralisés, la création des centres de danse. Aujourd'hui, dans cette campagne, Anne Hidalgo, c'est la seule à parler de culture. Et c'est important de le dire. Les socialistes ont une vision de la société humaniste, juste et sociale, et aujourd'hui, avec Anne Hidalgo, vient s'ajouter un nouveau volet, celui de l'écologie, de faire une vraie révolution écologique. Anne Hidalgo l'a montré à Paris. Anne Hidalgo n'a pas peur d'avancer sur ce point crucial de l'écologie, tout en amenant une vraie politique sociale. Donc c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, parce que je soutiens Anne Hidalgo. Et donc, je voterai Anne Hidalgo la semaine prochaine, voilà. Merci. Merci Valérie Dancy pour ces mots si forts sur la culture. Mais tout de suite, notre candidate, la prochaine présidente de la République, Anne Hidalgo. Vous qui êtes là, vous êtes là, fidèles, oui, nombreux, chaleureux. Je sens la chaleur de ce cirque d'hiver où nous avons tant de beaux souvenirs, mais je vous vois surtout sûrs de vos convictions, sûrs de vos valeurs et sûrs de notre idéal. Vous êtes là. Vous êtes là parce que vous croyez toujours à la force des idées, parce que vous croyez au socialisme démocratique, celui qui met la liberté au service de la justice qui est notre guide et notre idéal. Vous êtes là, vous êtes là. Parce que, en dépit de toutes les épreuves, en dépit de toutes les difficultés, vous croyez à la brûlante espérance d'un monde meilleur, à cette ardente obligation d'un monde plus juste. Vous êtes là, mes amis, parce que vous croyez à la grandeur d'une France plus forte, parce que juste. Et la gauche
La gauche qui est là aujourd'hui, c'est le refus de la résignation à l'ordre des choses. C'est le rejet du destin qui nous enfermerait dans ce qui est ou ce qui a toujours été, en n'oubliant pas ce qui doit être. Le socialisme, mes amis, nous le savons et nous sommes là pour cela. C'est le refus du fatalisme. Oui, mes amis, la gauche, cette gauche, c'est la certitude que l'action collective est possible. C'est la foi que nous partageons dans la solidarité qui nous rend plus forts. C'est l'attention aux plus faibles, aux exploités, aux exclus, aux déracinés. C'est la certitude que nous dépendons tous les uns des autres. Alors oui, mes amis, je crois à la force et même, je vous dirais, à la beauté du collectif. Et si je dis beauté, c'est parce que nous sommes dans une époque où l'égoïsme est flatté, l'antagonisme est célébré, le communautarisme affirmé, alors que seul le collectif, ce que nous vivons ensemble, donne un sens au monde et à nos vies. Et être de gauche aujourd'hui, c'est penser nous avant de dire moi je. C'est ça la définition de la gauche. Et c'est aussi la plus belle définition de la République. Et c'est pourquoi la gauche, c'est la justice, chère Valérie. C'est la justice, celle qui est conquise pas à pas. La gauche, c'est le respect dû à chacune et à chacun. La gauche, c'est la liberté défendue pied à pied, en toutes circonstances. En un mot, mes amis, la gauche, c'est nous. La gauche, c'est là. Oui. Soyons-en fiers. Cette gauche qui fait du bien à la France, elle est là avec toi, Martine, ma chère Martine. Durablement la vie, avec les 35 heures, avec la CMI, avec la loi contre les exclusions. Toi, Martine, tu es pour moi, tu le sais, une inspiration. Ma grande sœur, mon autre grande sœur, parce que j'ai une autre grande sœur, mais tu es ma grande sœur en politique et en amitié. Et tu es une boussole aussi, qui montre notre cap, le plus essentiel, celui de la justice sociale, mais aussi celui de la fidélité. Merci à toi, Martine, d'être là. De tout moment, tu es là. Et la gauche, elle est bien là. La gauche qui fait du bien à la France, avec toi, Bernard. Cher Bernard Cazeneuve. Et dans la tourmente des attentats, porter de la sérénité, de la fermeté pour que le pays reste uni. Et cela, nous te le devons, au pire moment que nous avons vécu, pas loin d'ici. Mais cette gauche qui fait du bien, qui est bien là, elle est là aussi avec toi, Johanna. Toi, ma directrice de campagne, la maire de Nantes.
de cette équipe de France des maires qui m'accompagne dans cette campagne. Merci à vous. Élus de toutes les régions, des départements, vous qui innovez en conjuguant toujours, tous les jours, justice sociale et écologie. Et puis merci à tous les parlementaires qui m'entourent. Patrick et tous ceux avec toi. David. David, Boris, à l'Assemblée, Marie-Pierre, Olivier et la vôtre. Merci à toutes celles et ceux que j'ai rencontrés. J'ai pas entendu, mais c'est pas grave. On peut dire tous les prénoms dans la salle et on applaudira tous. À vous toutes et tous que j'ai rencontrés dans toute la France, de Nancy à Boulogne, de Nantes à Villeurbanne, vous qui êtes venus par milliers dans nos meetings à Rouen, à Lille, à Perpignan, à Aubervilliers, à Bordeaux, à Montpellier, à Rennes, à Limoges, à Toulouse. Merci pour votre engagement. Et permettez-moi, vous me pardonnerez bien sûr, de saluer tout particulièrement mes adjoints ici à Paris et les maires d'arrondissement et tous les élus et acteurs de la vie parisienne, avec qui j'œuvre pour une ville écologique, solidaire, rayonnante, démocratique et innovante. Alors merci à toi, cher Emmanuel. À vous tous, citoyens, militants, d'être venus si nombreux pour remplir cette belle mission qui est la nôtre, celle de changer d'avenir. Alors oui, mes amis, ensemble, nous pouvons changer d'avenir. Ensemble, nous pouvons démentir ces sondages partiels, partiaux et leurs commentateurs. On ne siffle pas, on vote. Le combat et le débat démocratique et tout ce travail de fond pour l'avenir du pays. Ensemble, je vous le dis, nous pouvons conjurer le sort annoncé de cette campagne qui a valorisé quoi? La vulgarité, promu la violence des mots, mais qui a ouvert aussi tous les micros à la haine des autres, à l'antisémitisme, au négationnisme, au racisme, au sexisme. On vote! Ce pouvoir sortant, hautain, désinvolte, autoritaire, qui est tellement sûr de sa victoire qu'il en refuse le débat contradictoire. Ensemble, nous pouvons faire barrage à la retraite amputée pour ceux qui ont travaillé le plus dur, à la menace aussi de priver les exclus d'un revenu minimum pour vivre, à la sélection, cette sélection tellement injuste par algorithme pour les étudiants, mais aussi à cette condescendance ignorante pour les professeurs. En fait, nous pouvons mettre un terme à la privatisation rampante de l'école, de l'université, de l'hôpital et à l'oubli, toujours, des quartiers populaires, mais aussi de ces villages et de ces campagnes où plus un service public n'existe. Oui, mes amis, il n'est pas trop tard. Parce que depuis 6 mois, on nous dit déjà que tout est joué. Eh bien non, rien n'est joué tant que le vote n'a pas eu lieu. Encore
le faire. Et je sais compter sur vous, et soyez-en sûrs, vous pouvez compter sur moi. Mes amis, permettez-moi, puisque nous sommes ici aujourd'hui, de vous parler un peu de Paris, parce que, ensemble avec les Parisiennes et les Parisiens, nous avons relevé tant de défis, et je leur dois tant. Je ne serais pas candidate si je n'avais pas été maire de Paris. Et Paris occupe une place si singulière dans la vie de notre pays. Paris, je le dis, ici, entre Bastille et République, c'est la ville de la Révolution qui faisait dire à Victor Hugo qu'elle est la capitale de la civilisation. C'est la ville qui a sonné la révolte de tous les Français et des opprimés contre le roi en 1789, pour la République universelle en 1848 et avec la Commune en 1871. Paris, c'est la ville qui s'est grandie au fil de son histoire, des Français de tous les territoires, avec leurs accents, leur culture, leur savoir-faire, leur envie d'aller à la capitale pour ouvrir d'autres possibles. Ici, nous le savons, tous les cœurs de France battent. Oui, comme on disait Sacha Guitry. Et je me suis souvent appliqué cette phrase. Être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître. Et Paris, c'est loin de cliché. Paris, ce n'est pas ce pouvoir central, mais au contraire, la ville rebelle au pouvoir central, quand il était tellement étouffant et injuste pour les Parisiens, mais pour la France entière. Paris, c'est la ville qui, par l'action de la gauche rassemblée, avec les socialistes, les communistes, les écologistes, défend les quartiers populaires, développe l'urgence sociale et la solidarité pour les plus démunis. Paris, qui est à la pointe de la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique, et qui accueille aussi avec bienveillance les réfugiés. Et Paris, des Jeux olympiques et paralympiques conquis de haute lutte avec nos athlètes. Alors, je le dis aujourd'hui haut et fort, c'est une fierté, un immense bonheur d'être maire de cette ville, maire de Paris, cette ville pas tout à fait comme les autres, mais une ville qui est une langue universelle, aimée, reconnue et respectée partout dans le monde. Merci Paris. J'aime d'ailleurs associer Victor Hugo et Aimé Césaire, ces deux grandes figures françaises qui aimaient passionnément Paris. Cet universel qu'Aimé Césaire magnifiait par ces mots « Chez moi, il n'y a pas d'emprisonnement dans une identité. L'identité est enracinement, mais c'est aussi passage, passage universel. » Et en évoquant Césaire, je veux penser à celui qui lui fut si proche, mon ami, notre ami Serge Letchimy, président de la Martinique, dont le soutien exprimé publiquement m'honore comme il m'oblige. Et je veux penser aux Outre-mer qui comptent tant pour Paris comme pour la France et qui portent notre avenir et doivent retrouver la considération de la République. Mes chers amis, en vous voyant cet après-midi ici, je n'oublie pas non plus toutes ces épreuves que nous avons traversées. Je n'oublie pas qu'à quelques centaines de mètres d'ici, le 7 janvier 2015, le terrorisme islamiste a assassiné les équipes de Charlie et Ahmed Merabé, parce que policier, Charlie parce que libre d'esprit. Puis ils s'en sont pris à Clarissa Jean-Philippe, parce que policière municipale, avant de s'attaquer au personnel et aux clients de l'hypercachère parce que juifs. Nous étions ensemble, cher Bernard, dans ces heures tragiques. Et je n'oublie pas non plus
le 13 novembre 2015, ici, à quelques centaines de mètres, le même terrorisme islamiste qui a tué aveuglément toutes ces femmes, ces hommes, ces jeunes qui étaient aux terrasses des cafés et tous les spectateurs d'un concert au Bataclan après avoir frappé au Stade de France en Seine-Saint-Denis. Vous le savez, jamais je ne pourrai plus regarder ces lieux familiers sans penser à celles et ceux qui ont laissé leur vie, à celles et ceux qui sont blessés à vie et aussi à leurs proches. Alors aujourd'hui, je pense à toutes les victimes du terrorisme, à toutes ces familles endeuillées qui ont perdu un des leurs. Et je veux à nouveau remercier Bernard Cazeneuve et François Hollande, avec qui j'ai vécu ces heures sombres. Et placer au-dessus de tout la cohésion de notre pays, alors qu'il aurait pu se fracturer. Et dans nos regards qui s'échangeaient à ce moment-là, sur place, j'ai ressenti comme jamais ce que c'était que d'exercer des responsabilités, mais aussi d'être lié par des valeurs communes et par la confiance que créent ces valeurs communes. Merci à nouveau à toi. Ici, les terroristes ont voulu détruire ce qu'ils détestent le plus, la liberté de créer. Chère Valérie, toi qui es réalisatrice, actrice, en fait une poétesse du cinéma, ils ont voulu tuer cela. Ils ont voulu tuer cette liberté d'écrire, de dessiner. Ils ont voulu tuer la laïcité, la vie cosmopolite, généreuse et bruyante de Paris. Et dans ces quartiers où cohabitent toutes les langues, toutes les cultures, tous les âges, où chacun, bien sûr, est libre de mener la vie qu'il souhaite et de la partager avec qui il l'entend, ils ont cherché à nous interdire d'échanger, de vibrer, de s'amuser, de faire la fête dans l'insouciance, bref, tout simplement de vivre et d'être heureux de vivre. C'est ce qu'ils ont voulu abattre, c'est bel et bien notre liberté. Et je n'oublierai jamais non plus cet immense élan de solidarité qui s'est levé partout dans le monde, en solidarité avec Paris et avec la France. Merci, nous sommes là, debout, cette république laïque, sociale, à laquelle nous croyons, et nous pouvons être fiers d'avoir tenu et fait tenir ce pays dans ces moments tragiques. Cette solidarité, nous la devons aujourd'hui aussi au peuple ukrainien qui défend sa liberté. Oui, si la France est aimée et soutenue, quand elle est attaquée, c'est bien sûr parce qu'elle défend la liberté partout. Et aujourd'hui, la liberté qui est attaquée au cœur même de l'Europe, c'est celle du peuple ukrainien, victime d'une agression inhumaine. Ce peuple qui résiste héroïquement à l'invasion des chars de Poutine et au bombardement. La France doit aider de toutes ses forces les combattants de la liberté. Oui, nous devons aider le peuple ukrainien à se défendre et donc à s'armer. Pour la paix, nous devons les aider. Chassés de leur pays par la guerre. Oui, nous devons renforcer encore les sanctions économiques qui peuvent affaiblir l'offensive du dictateur et le ramener à la raison et à la négociation. Et donc, il nous faut mettre très rapidement fin aux importations de gaz. Il veut être payé en rouble. Une provocation de plus, une phrase de plus que le rapport de force avec lui, c'est le meilleur chemin de la paix pour la paix en Europe. Arrêtons tout simplement de payer ce gaz de la honte. Et que dire quant à
grands groupes comme Total défient l'État français, l'Union européenne, nous ne pouvons pas l'accepter. Je vous le dis, j'agirai, je vous le dis, pour que cela cesse. Et puis, nous devons soutenir aussi les efforts de l'Alliance Atlantique, comme ceux de l'Union européenne, en faveur d'une paix qui préserve la souveraineté de l'Ukraine et la liberté de son peuple à décider de son destin européen. C'est la vocation de la France de lutter avec énergie et réalisme pour la liberté et la paix en Europe. Et cette vocation, je la porterai haut et fort par la diplomatie et par le maintien, bien sûr, d'une force de dissuasion crédible. C'est le devoir à l'avenir de renforcer l'Europe pour assurer son indépendance et sa défense face à toutes ces menaces d'empire agressif. Et ce devoir, je le servirai en construisant l'Europe de la défense, mais aussi l'Europe de l'énergie et l'Europe de la solidarité, parce que nous le savons désormais, les guerres prospèrent sur l'épuisement des ressources vitales, mais aussi sur le creusement des inégalités sociales. Et de Léon Blum à François Mitterrand, de Jacques Delors à Lionel Jospin et François Hollande, les socialistes français ont toujours œuvré pour l'Europe, pour son indépendance et pour sa cohésion. Je revendique cet héritage et je veux poursuivre leur lutte historique. Je ne me paye pas de mots et je sais que les temps sont durs pour la gauche. Les difficultés du moment, je suis la première à les éprouver. J'ai l'habitude, c'est vrai, d'affronter les difficultés parce que jamais rien ne m'a été donné facilement, de ma naissance en Espagne, au quartier de la Duchère à Lyon, et puis dans mes études et mon travail d'inspectrice du travail, pour défendre les droits des salariés. Je sais ce que c'est pour un responsable politique d'affronter des lobbies qui viennent dans votre bureau, vous menacer de vous faire battre, vous disent-ils, les yeux dans les yeux, parce que vous prenez des mesures contre le diesel et que vous créez des pistes cyclables et des berges piétonnes. Je sais. On appelle ça du bashing, qui s'abattent sur celles et ceux, surtout d'ailleurs sur celles qui se battent pour les plus démunis, pour leurs convictions, surtout quand elles ne viennent pas du monde des soi-disant sachants, issus des mêmes écoles, souvent héritiers. Mais comme vous, je me bats. Parce que notre idéal mérite qu'on change le réel. Comme disait le grand Jaurès, parce que nous puisons au fond de l'histoire de notre pays et de la République notre identité politique sans laquelle notre pays ne serait pas le même. Et je le dis à toutes celles et ceux qui doutent, celles et ceux qui rêvent de nous effacer de la scène politique. Ils voudraient en fait que la France républicaine ne soit plus ce qu'elle était, qu'elle ne soit plus ni sociale, ni laïque, ni fraternelle. Eh bien nous voulons simplement la République, qu'elle reste la République, mais nous voulons aussi qu'elle tienne mieux sa promesse de liberté, d'égalité et de fraternité. Qu'elle soit juste et qu'elle croise sans relâche les inégalités et les discriminations qui l'animent. Vous le savez, je vous parlerai sans détour et en regardant les réalités en face. À nos électeurs, au pays, je dois la vérité. Des électeurs qui nous ont souvent fait confiance pourraient se dire « À quoi bon voter pour un parti dont on sait d'avance qu'il serait éliminé de la course dans une semaine ?»
C'est à eux que je voudrais m'adresser maintenant. Avec sincérité, avec gravité, mais aussi en amis, qui les a vus s'éloigner, mais qui les estime toujours. Vous qui nous avez soutenus par le passé, vous qui partagez au fond nos valeurs, je vous connais et je vous respecte. Vous êtes peut-être comme le fils ou la fille prodigue de la parabole. Vous nous avez quittés, mais vous êtes de la famille. Vous vous dites, en 2007, j'ai craint un second tour Fillon-Le Pen. J'ai eu peur d'un choix forcé entre droite et extrême droite. J'ai donc voté pour Macron comme un moindre mal. Même si, pour moi, quand même, la fidélité à la gauche devait passer avant tout, mais je peux comprendre. Et cette fois-ci, vous vous dites, peut-être, je n'en sais rien, pourquoi revenir vers une gauche qui, de toute manière, passerait son tour? Alors je vous le dis, avec mon cœur et ma raison, parce que Macron est de droite, c'est une réalité. On en parle pour lui. Et son projet, qui oserait le qualifier de social. Il a attiré une grande partie de la droite, déjà. Et les autres, ceux qui n'iront pas chez Zemmour, ne manqueront pas de le suivre. Alors, sentez-vous libre. Vous n'êtes pas condamné à choisir entre la droite et l'extrême droite. Votez selon votre cœur et la raison de vos convictions. Si vous avez des idées de gauche, si vous êtes soucieux de social, de justice, de solidarité, d'écologie, vous devez le savoir. Mais vous le savez, Emmanuel Macron ne vous calcule même pas. Vous l'avez vu à l'œuvre pendant 5 ans. Une fois élu, il a dirigé le pays, comme rarement d'ailleurs dans son histoire. Il devait réduire l'extrême droite, selon ses propres mots, il y a 5 ans. Nous n'en avons pas une, mais 2. On vote. Le projet Macron ne laisse aucune place à la gauche et à ses idées généreuses et modernes. Souvenez-vous, qui a réduit à rien l'impôt sur les grandes fortunes? C'est lui. Qui a annulé les critères de pénibilité que nous avions mis en place pour les retraites? C'est lui. Qui a plafonné l'impôt sur les revenus du capital, éliminé les emplois aidés, plafonné les indemnités au prud'homme, chuter la construction de logements sociaux, réduit scandaleusement les allocations logement, et aujourd'hui, qui promet sans nulle nécessité financière de reculer à 65 ans l'âge de la retraite? Qui veut forcer les allocataires du RSA à travailler pour un salaire inférieur au SMIC? Et qui veut orienter vers l'apprentissage dès l'âge de 12 ans nos enfants? Aux professeurs, vous voulez gagner plus, il faudra vous mettre au travail, comme si les professeurs ne travaillaient pas. Qui c'est? Qui a déclenché la révolte populaire la plus longue, la plus agressive depuis longtemps, qui a agité le chiffon rouge du mépris? Eh bien, mes chers amis, c'est clair. Emmanuel Macron voulait dépasser la gauche et la droite, mais en fait, il pratique le dépassement de la droite par la droite. Je parle à ceux qui doutent encore. Mesurez les conséquences de ce vote ou de votre abstention, ce qui reviendrait au même pour notre vie démocratique. On les connaît. Une fois Macron réélu, une fois la gauche républicaine et européenne affaiblie et minorée, resterait face à face une extrême droite dangereuse et haineuse et un parti des élites
dominant la vie politique et au service d'un homme, décidant seul, presque seul avec ses amis de McKinsey, décidant de tout. Parce que nous le savons, nous ne sommes pas dupes, par démanteler une à une toutes les protections sociales de notre pays. Est-ce cela que nous voulons? C'est pour ça que je vous le dis, rejoignez notre famille, votre famille d'origine, celle de la gauche, du réel et de la raison, celle qui reconnaît ses erreurs. Donnez-lui la chance de porter les valeurs humanistes auxquelles vous adhérez. Donnez-lui la chance de se réinventer et de se reconstruire. Donnez au pays les chances de l'alternance politique. Donnez la chance de revenir à l'essence même de la démocratie. La démocratie qui repose sur un débat loyal et rationnel entre majorité et opposition. En un mot, donnez-vous la chance de faire revivre la démocratie française, si malmenée depuis 5 ans. Redonnez toute sa force au projet républicain. Alors, mes amis, d'autres diront, dans les sondages, toujours eux d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est en tête, alors votons sur la base de cette arithmétique sondagière, même si ce n'est pas notre choix spontané. Là aussi, je leur dis, mesurez les conséquences de cette décision. Dans l'immédiat, vous voterez pour un candidat qui refuse d'aider les Ukrainiens. Non, on vote. Un candidat qui a déclaré que le danger en Europe centrale venait de l'Ouest quand l'agression se profilait à l'Est, ce qui prouve bien qu'il a perdu le Nord. Un candidat qui veut sortir de l'alliance des démocraties alors que la menace des empires agressifs est de plus en plus grande, qui récuse les traités signés par la France, se prépare d'ailleurs, sans le dire, à rompre avec l'Union européenne, quand seule l'unité de cette Europe peut assurer les coopérations nécessaires au redressement économique et sauver la paix. Un candidat qui ménage Poutine et qui soutient Maduro. Un candidat qui fait la leçon à la gauche au nom du vote utile, mais qui a refusé en 2017 de choisir entre Macron et Le Pen. Où sont les valeurs? Moi, je vous le dis, femme de gauche républicaine forte de cette boussole, jamais je n'hésiterai face à l'extrême droite. Je sais où je serai. Et puis comment un candidat qui a théorisé depuis plus de 5 ans la fin de la gauche, puis qui, dans les élections locales, a combattu tout le reste de la gauche, pourrait maintenant représenter un quelconque espoir pour la gauche? Quelle ville, quel département, quelle région son mouvement a-t-il gagné avec ce sectarisme? Quelle amélioration concrète de la vie des gens peut-il revendiquer? Aucune. Mélenchon, c'est l'impasse. Vous, électeurs de gauche, vous qui hésitez encore, pour qui voter, ou même à y voter, posez-vous une seule question. Quelle est la France que vous voulez? C'est la seule question qui vaille. C'est la seule question. Pas seulement élire une présidente ou un président, mais vous allez faire un choix de société. Alors, mes compatriotes, je vous propose de choisir une société où on prend soin de l'autre, une société de l'intelligence, où l'intelligence est honorée, où la conscience guide la science, où chacun et chacune, quelle que soit sa naissance, a les mêmes chances de choisir sa vie. Une société que souvent vous faites déjà vivre autour de vous
dans les villages, dans les quartiers, dans vos familles, en étant solidaires et bienveillants, en tendant la main à ceux qui décrochent et en prenant soin des autres. Cette société-là qui est en germe, quand on vous permet de révéler vos talents et de les déployer dans les projets associatifs, culturels, professionnels. Cette société qui est là quand vous créez, quand vous cherchez, vous innovez, quand vous pouvez mettre toutes vos intelligences et les technologies au service du bien-être humain. Cette société, nous le savons, sera forte si elle est juste. Seule la justice pourra ramener dans notre pays la concorde. Sans justice sociale, il sera impossible de mobiliser les Françaises et les Français pour faire de la France le pays qui aura su rénover son modèle social, enclencher la mutation écologique et revitaliser sa démocratie. Et cette société qui se révèle quand vous pensez aussi dorénavant votre vie en harmonie avec la nature. Cette société qui est là avec vos soifs de rencontres, de voyages, de nouveaux goûts, de nouvelles musiques, de nouvelles cultures, de nouveaux possibles, ouverte sur le monde et enrichie par le monde. Cette société, elle est là, elle est en vous, en nous, elle est possible pour peu que toutes les ressources humaines de générosité soient libérées, bien sûr, des carcans du profit à tout prix. Alors oui, la première tâche que je m'assigne, c'est de libérer toutes ces énergies et tous ces talents, toute cette soif de vivre qui anime notre jeunesse et qui est souvent, malheureusement, bridée, étouffée, empêchée par des conditions matérielles d'existence si dures. Alors oui, voilà ma vision pour notre pays. Oui, à une semaine de l'échéance présidentielle, à une semaine de cette échéance essentielle, je vous propose un autre avenir pour la France. Européenne, laïque et écologique. Et je le crois de tout mon cœur, notre belle France mérite mieux. Elle mérite de changer d'avenir. Et changer d'avenir, c'est d'abord croire en notre jeunesse et lui donner les moyens de réussir, de s'épanouir, de participer à la construction d'une société meilleure. J'ai depuis longtemps fait mien ce mot de Tocqueville qui disait: dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. Et c'est d'abord pour notre jeunesse que je me tiens ici devant vous. C'est à elle que mon gouvernement consacrera sa première loi. Oui, dès mon élection, je déposerai une loi d'urgence. Une loi d'urgence. Pour l'avenir des jeunes. Et cette loi ordonnera la gratuité des transports du quotidien pour les moins de 26 ans. Elle supprimera le droit d'inscription dans toutes les universités et pour toutes les formations initiales. Elle fixera à 1 € les repas en trousse. Les bourses et les allocations de logement seront revalorisées de 10%. J'annulerai cette sélection par algorithme qui inflige à nos jeunes l'anxiété d'une sélection impersonnelle par Parcoursup de supérieur. Je mettrai en place sur pied une orientation digne de ce nom, fondée sur un accompagnement personnalisé des élèves et sur le mentorat.
et j'augmenterai les places dans l'enseignement supérieur. Je généraliserai la possibilité de se former dans des cursus en alternance, en apportant une rémunération et en adaptant les temps scolaires. Et pour les aider à financer leurs projets professionnels et personnels, les jeunes recevront une donation publique de l'État de 5 000 € à l'entrée dans l'âge adulte. Les jeunes, ceux qui sont le plus touchés par la pauvreté et qui sont aujourd'hui exclus des minima sociaux, dans un grand pays comme la France, je ne peux l'accepter. Je créerai un minimum jeunesse qui sera ouvert à tous les jeunes de plus de 18 ans, sous condition de ressources, comme c'est déjà le cas dans 23 des 27 pays de l'Union européenne. Et ce droit sera bien sûr assorti d'un accompagnement garanti vers l'emploi, la qualification et l'autonomie. Changer d'avenir. Les jeunes, ils ont besoin d'une planète dans laquelle ils puissent vivre. Alors changer d'avenir, c'est aussi affronter dans la justice cette grande affaire du siècle, le changement climatique, comme nous le rappelle Jean Duvel. Cher Jean, bravo à toi. Membre du GIEC, et c'est un immense honneur que de t'avoir à mes côtés et dans cette fidélité. Je peux vous dire, au-delà de l'alerte qu'il a donnée depuis si longtemps, Jean est un homme profondément humain et je suis tellement fière qu'il soit là avec nous dans cette fidélité. J'instaurerai un impôt sur la fortune dédié à la transition énergétique en mettant à contribution les plus nantis. Ils sont aussi les premiers pollueurs. Alors je créerai un tiers payant pour le logement et un livret social pour les véhicules électriques pour que chacune et chacun puisse participer sans obstacle financier à la transition écologique. Oui, je mettrai aussi toutes mes forces pour que soit créé au niveau international un tribunal international qui punira le crime d'écocide. Et je reprendrai le flambeau de la diplomatie climatique abandonnée en vaste campagne par Emmanuel Macron. Je le reprendrai. Et la France accueillera en 2025 un nouveau sommet mondial, 10 ans après l'accord de Paris, pour rehausser les ambitions, intégrer la biodiversité, mais aussi la justice climatique. Mes amis, changer d'avenir, c'est aussi là, tout de suite, maintenant, augmenter d'urgence les salaires pour faire face à la hausse des prix, qui ronge le pouvoir d'achat. Je l'ai dit d'ailleurs dès le début de la campagne, il y a 6 mois déjà, parce que je voyais bien partout dans les déplacements que de plus en plus de Français des classes moyennes n'arrivent plus à joindre les deux bouts et les catégories populaires ont déjà décroché. Et avec la guerre en Ukraine, on sait que c'est devenu pire. Alors si les Français me font confiance, dès le mois de mai, je bloquerai les prix de l'énergie, je baisserai à 5,5% la TVA qui leur est appliquée. Je relèverai immédiatement le point d'indice des fonctionnaires et les retraites de 3% pour rattraper l'inflation. Je demanderai aux partenaires sociaux d'ouvrir des négociations parce que je crois dans le dialogue social et dans les syndicats. Je crois en eux. Amis syndicalistes, ne passez pas à côté de cette élection. Elle est pour vous. Et les lois, c'est à l'Assemblée qu'elles se votent. C'est par le gouvernement qu'elles se proposent. Et je proposerai qu'il y ait des négociations dans toutes les branches. J'amorcerai bien sûr le mouvement par une hausse du SMIC de 15%, soit 200 € net par
Je la veux aussi morale, par le respect et la considération due aux travailleurs, par l'extension de leurs droits dans l'entreprise, parce qu'ils en sont les chevilles ouvrières et les salariés deviendront administrateurs à parité avec les représentants des actionnaires. Revaloriser le travail, c'est assurer un avenir au travail, c'est créer des emplois de demain. Et nous lancerons 4 odyssées industrielles, cher Boris, dans ces secteurs, la santé, les énergies renouvelables, le numérique et les mobilités. Et nous agirons partout avec les présidents de région pour la relocalisation des activités sur notre sol, dans notre pays. Et nous porterons aussi une agroécologie assurant notre souveraineté alimentaire, le renouvellement des générations d'agriculteurs et un revenu récent pour ces femmes et ces hommes qui nous font vivre et qui en ont marre pour les maltraites. Changer d'avenir, je vous le dis, c'est aussi protéger la retraite des travailleurs. La retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron, c'est le sacrifice des classes populaires. Et ce sacrifice, nous nous y opposons de toute nos forces. Souffriront de cette mesure. Ce sont, nous le savons, les salariés les plus modestes, les femmes aux carrières discontinues, les travailleurs dont l'espérance de vie est nettement plus courte, et les seniors déjà exclus de l'emploi qui devront attendre 3 ans de plus pour bénéficier d'une pension à taux plein. Tous ceux qui pensaient pouvoir profiter un peu de la vie, réaliser des projets qu'ils avaient toujours remis faute de temps, s'occuper de leurs petits-enfants, aider leurs familles. Alors pour toutes ces femmes et ces hommes qui n'ont pas pu profiter de leur retraite, mais aussi au nom de toutes les luttes sociales qui ont humanisé notre société, au nom des acquis du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, je dis non à la retraite à 65 ans du programme. Avant, à 59 ans, à 60 ans ou à 61 ans, pour ceux qui ont exercé des métiers pénibles, en ajoutant ces critères de pénibilité, la prise en compte de l'exposition aux produits chimiques, les vibrations, il n'y a pas de dessin à faire quand on voit quelqu'un derrière un marteau-piqueur, le port des charges lourdes, là aussi pas de dessin à faire. Je pense à toutes ces aides-soignantes qui travaillent dans les EHPAD, ou encore toutes ces postures usantes que nous connaissons, eh bien, nous les réintégrerons pour qu'ils puissent partir avant l'âge de 62 ans. Et nous fixerons aussi, parce que le niveau des pensions, c'est important, un minimum contributif à 1 200 € net. Et comme je l'ai annoncé la semaine dernière, dans l'Aude, je porterai la retraite agricole minimale à 85% du SMIC net. Je l'ouvrirai aux conjoints, c'est-à-dire aux agricultrices qui ont bossé toute leur vie et qui ont des retraites de misère aujourd'hui. Mes amis, changer d'avenir, c'est aussi investir dans l'école. Et au premier chef, dans le travail des professeurs, qui sont les hussards de la République. Bravo à vous! Vous êtes les formateurs de l'esprit civique, sans lequel il n'y a pas une société unie. Je leur
permettrait de développer des pédagogies ouvertes et inclusives pour accueillir tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap. Ils doivent être là avec les autres enfants. Les professeurs, je revaloriserai leur salaire, ce salaire des enseignants, en commençant par les professeurs des écoles qui débuteront désormais comme les cadres, parce que ce sont des cadres, à 2 350 € net. De même, notre pays doit savoir que devant toutes les menaces de tous les intégrismes, nous ferons respecter sans faiblesse les principes de notre laïcité, qui est une loi de tolérance et de liberté religieuse, qui protège la neutralité de l'État et l'intégrité des programmes scolaires. Et ça ne peut pas être simplement une discussion dans la salle des maîtres, cette question de la laïcité à l'école. C'est la protection de la République au plus haut niveau qui doit s'appliquer. Je le ferai. L'avenir aussi, c'est renouer avec ce grand service public de la santé. Les amis, malgré la pénurie, la désorganisation, après 5 ans de Macron, nos soignants ont fait face à la pandémie. Ils ont été là pour nous, nos urgentistes, nos infirmières, les aides-soignantes, les brancardiers, les sages-femmes, les médecins, les réanimateurs, les chirurgiens. Nous pouvons les applaudir encore. Bravo à eux. Bravo. Mais j'organiserai, au-delà de nos applaudissements et de notre gratitude, j'organiserai le retour de l'hôpital au cœur du système de santé, où les gens passeront avant l'argent et nous serons débarrassés de la logique de l'entreprise, de l'hôpital-entreprise qui a fait tant de mal, où les objectifs de santé et la prévention remplaceront tous ces carcans comptables. Et puis je m'attaquerai aussi, enfin, je l'ai vu partout en France, à ce scandale des déserts médicaux. Et les jeunes médecins en formation viendront exercer dans ces déserts médicaux. Bien sûr, nous les accompagnerons. Bien sûr qu'ils seront accompagnés. Changer d'avenir, c'est aussi redonner à la culture une place centrale dans notre projet républicain. Le rayonnement de la culture, la capacité d'évocation, la sublimation, l'entraînement, l'utopie, la contestation, le partage d'émotions, sans nul autre pareil, sont absolument essentiels pour donner du sens à nos vies et à nos valeurs. Mon quinquennat sera ce grand rendez-vous entre la jeunesse et les artistes. La culture, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est notre âme, c'est l'âme de la France républicaine. Je défendrai la liberté des artistes, la création, sa diffusion, l'art, tous les arts, le patrimoine, tous nos patrimoines, nos bibliothèques, notre langue, toutes nos langues. J'agirai pour la diversité face à l'uniformisation, parce que l'uniformisation, c'est la négation de la liberté qui est la base de la création artistique. Je préserverai l'indépendance des droits de toute la chaîne de la création pour la juste rémunération des auteurs, des artistes, des interprètes, des écrivains, des producteurs, des diffuseurs, durement touchés par la mondialisation, mais aussi par la révolution numérique. Je protégerai les principes constitutionnels de liberté, de pluralisme et d'indépendance des médias face aux concentrations abusives et aux géants de l'Internet. Alors, j'assurerai le financement autonome et pérenne du service public de l'audiovisuel par une contribution juste et universelle.
c'est instaurer enfin l'égalité entre les femmes et les hommes. À cette inégalité qui défigure notre idéal de justice. C'est le droit à la sécurité avec plus de policiers sur le terrain, plus de moyens pour la justice. C'est aussi élaborer cette loi qui s'attaquera implacablement aux féminicides et aux violences dont les femmes sont victimes. Contre le cyberharcèlement qui frappe tant d'adolescents et d'adolescentes. Et c'est faire la place à nos aînés, trop souvent relégués, en dépit des services rendus à la société, relégués dans des établissements où on manque de bras et on les réduit à une condition humiliante. C'est aussi, mes amis, je le dis ici, vous le savez, je me bats depuis longtemps pour ce droit. C'est le droit à chacun, quand il est accablé par un mal inexorable et très douloureux, cher Noël, tu défends ce droit avec beaucoup d'énergie aussi depuis longtemps, de bénéficier de soins palliatifs accessibles, bien sûr en nombre suffisant, et d'exercer dans l'humanité sa dernière liberté, celle de mourir dans la dignité. Démocratique qui instaurera des institutions qui font plus de place au Parlement comme à l'expression directe des citoyens, qui pourront désormais amender les lois ou demander l'organisation d'un référendum, ce référendum d'initiative citoyenne, le RUP, voulu par les Gilets jaunes. Nous le ferons, oui mes amis, nous ferons. Par la réforme, c'est notre méthode, la réforme patiente et opiniâtre, la République laïque, sociale et écologique européenne à laquelle nous aspirons toutes et tous. Nous mettrons en œuvre tout de suite dans la réalité de nos vies les trois mots de notre devise républicaine. La liberté pour chacune et chacun, l'égalité pour chacune et chacun et la fraternité pour toutes et tous. Anxieuse, repliée et intolérante que nous promet l'extrême droite. Une France qui fermerait ses frontières, qui romprait avec les droits humains, qui ouvrirait la chasse aux étrangers au nom de je ne sais quelle pureté ethnique. La France, ce n'est pas non plus une start-up financière dédiée à la loi de la rentabilité et à l'obsession de l'argent, au culte de la réussite matérielle. Un simple chaînon dans la mondialisation du laisser-faire et du laisser-passer. Non, mes amis, la France, c'est une idée, celle de la liberté, celle de l'égalité. La France, mes amis, c'est un mouvement, un progrès humain, une conquête humaniste. C'est un message de fraternité et d'émancipation qui résonne dans le monde. Dans le combat du siècle contre le changement climatique,
qui ont droit à une protection et à la dignité. La France, ce sont des chercheurs, des intellectuels, des philosophes, des artisans, des soignants, des paysans, des professeurs, des femmes et des hommes qui ouvrent les voies de l'avenir et qui défendent la plus haute idée de l'humanité. La France qu'on aime, elle est là. Elle est là, dans vos convictions. Elle est dans votre rêve, celui d'une société nouvelle, émancipée, que nous voulons construire pas à pas. C'est notre émancipation et notre idéal, parce que c'est aussi notre héritage. Et nous marchons dans les pas de nos prédécesseurs, lointains ou proches, car, en fait, qui a créé l'école de la République? Qui a établi les droits essentiels, la liberté d'association, la liberté syndicale, la liberté de la presse, la loi 1905 sur la laïcité? C'est nous! En 1936, la section syndicale d'entreprise, c'est nous! Qui a créé les comités d'entreprise, fondé la sécurité sociale, étendu encore les droits des travailleurs, c'est nous! Qui a aboli la peine de mort, décentralisé le pays, libéré l'audiovisuel, rendu la négociation obligatoire au sein des entreprises, donné à la culture et à la création les moyens de se développer? C'est nous! Qui a créé le RMI, l'aide médicale d'État, rendu la fiscalité plus juste avec la CSG, qui a promulgué les 35 heures, régularisé les sans-papiers, accru les moyens de l'éducation nationale? Qui a créé 68 postes, le nombre de professeurs que nous avons créé, qui a promulgué le mariage pour tous, obtenu l'accord de Paris sur le climat? C'est nous! Alors mes amis, c'est nous tout ça. Et bravo, soyez fiers! Soyez fiers! Soyez fiers de vous! Toujours rencontrer des obstacles, nous avons subi des défaites, essuyé des revers, éprouvé des déceptions, mais toujours nous avons continué notre chemin constant, opiniâtre et confiant, comme nous le ferons à l'avenir, quoi qu'il arrive. Ayez confiance en vous, soyez fiers. Dans les jours qui viennent, chaque voix gagnée sera un nouvel espoir pour l'avenir. Chaque citoyenne, chaque citoyen que vous convaincrez rendra ses chances à la justice sociale et à la justice climatique. Alors, on ne lâche rien.
Voilà. Allez, on recule. Merci pour les vitamines. Merci pour les vitamines. Merci à toi. David Delbel, c'était violent tes attaques contre Jean-Luc Mélenchon. Merci. Pourquoi c'était aussi violent contre Je Jean-Luc vais Mélenchon? essayer de voir. Ça va, tu vas bien. Courage, courage. Merci. Ça va. Bravo madame. Bravo madame. Parce qu'on parle d'écologie, c'était ça le On n'est pas pressé là. On n'est pas pressé là. Contigo siempre. Contigo siempre. Casser mon bras. Comme ça. Anne, les gens de la force qui n'ont pas pu rentrer. On a essayé, mais d'accord. Donc on passe par où? Moi je vais aller dans la. On fait tout le tour par ici. On fait tout le tour par... Ressortir dehors. Vous l'allez dehors? On va aller dire bonjour à ceux qui sont là. Venez, on y va, on y va. Sachant quoi là? On va les saluer. Terminé. Non, tu passeras pas. Non, c'est moi, tu passes pas. Ah, on peut me suivre, d'accord? Attention, on va reculer. On va reculer, attention. Libérez le passage. On recule. Allez, on recule. S'il vous plaît. Décalez-vous là. On recule, on va par là. Voilà. Attention, on sort par... On rentre par là. On va par là. Mesdames, Attention. je t'ai mis pour ça. Bonjour. Allez, on est bloqué là. Bravo pour ton courage. On va pas là, on va pas là. Là et on ne lâche rien, hein. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Ça va? Merci beaucoup, merci. Bravo. Attends, tu peux. Vas-y, Martine, vas-y. Oh, pardon. Ah, vas-y, Bernard, allez-y. Attention, doucement. Le pied derrière. Madame Delgo, attention, il y a les C'est bon. Monsieur Cazeneuve. on est là. Je dois profiter parce que je vais faire une photo avec toi, mais je suis petit donc il fait quoi. Merci beaucoup, madame. On adore ce que vous faites. Attention, comme ça. Est-ce que tu sais mieux que moi? Ouais, évidemment, tu connais bien. J'attends votre soutien en Calvados pour les législatives. C'est à côté de chez vous. Monsieur Cazeneuve. Là-bas,
Si, ça va, ouais. Attends, me pousse pas, moi je suis trop petit. Regarde, tu me fous pas. Vas-y. Alors qu'est-ce que vous avez pensé du meeting d'Anne Hidalgo? Le ton était un peu plus incisif que d'habitude quand même. Hein. Plus incisif que d'habitude, je pense pas. Moi j'ai fait plusieurs meetings dans la campagne. À Toulouse, il y avait la même ambiance, le même ton. On est toujours constant dans la campagne. Bon, c'est la dernière ligne droite, donc peut-être qu'on envoie un peu plus les derniers arguments un peu forts, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs à aller chercher, à les convaincre. Je sais pas si on était plus offensif que d'habitude. Non, c'est la même ambiance. Bon, vous êtes à 2% dans les sondages. Est-ce qu'on y croit vraiment ou est-ce qu'on se bat plus pour reconstruire l'après, pour que le PS baisse dans cette gauche de l'après? Dans les militants, on se bat tout le temps. Je veux dire que ce soit dans les 2% ou 20% dans les sondages, déjà, reconstruire la gauche, pour l'instant, c'est pas le débat. Le débat, c'est d'essayer de peser, de faire marquer nos idées pour cette campagne présidentielle. Et vous verrez qu'on fera mentir les sondages. C'est-à-dire? On ne sera pas à 2%. Vous pouvez l'enregistrer dans la boîte. Peut-être que j'aurai l'air bête dans quelques temps, mais non, on ne sera pas à 2% le PS. À combien alors? On sera au-dessus. Largement au-dessus. Je veux dire, vous savez, il y a déjà plein de socialistes qui commencent à nous dire de ne pas croire les sondages, etc. Vous dites, cette famille politique qui est installée depuis plus d'un siècle dans le pays, vous êtes en train de dire que dans une pièce avec 100 personnes, il n'y en a que 2 qui votent pour nous, alors que les congés payés, alors que la CMU, alors que le mariage pour tous, toutes ces avancées, les gens, ça leur parle. Et dans la dernière ligne droite, vous allez voir que beaucoup de Français vont revenir à nous. Et dernière question, c'est vrai que Philippe Poutou, qui est un tout petit candidat, a fait un meeting. Ça, c'est vous qui le dites. C'est pas un petit candidat. Dans les sondages, c'est plutôt un petit candidat, historiquement parlant. Historiquement parlant, d'accord. Il a fait son meeting ici, Anne Hidalgo le fait ici. Est-ce que ça montre pas quand même que sa campagne est C'est la convergence des luttes, alors. On est tous dans la même salle. Oui. Je ne comprends pas votre question. Bah, ma question, c'est qu'en général, les derniers meetings, les candidats les ont fait à des endroits un petit peu plus spectaculaires. Valérie Pécresse aujourd'hui. Oui, vous voulez dire. Emmanuel Macron a fait qu'un meeting. Donc il a mis toutes ses forces dans la bataille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a fait des grands meetings partout en France tout le long de cette campagne. Toulouse, on était 4000. À Limoges, on était 2000. Je veux dire, on est partout. Et nous, surtout, on ne veut pas tout centraliser sur Paris. C'est une campagne qui a été partout en France. Moi, j'étais sur la caravane des jeunes avec Hidalgo. On a adressé à toutes les jeunesses. On est allé dans la ruralité, dans la périurbanité, sur notre littoral. On a été partout. Et ça paiera. Moi, je l'ai bien senti. C'est-à-dire que du coup, j'ai assisté à tout le meeting et j'ai trouvé que le meeting était vraiment très bien. Anne Hidalgo a très bien parlé. Ça faisait du bien de voir ça parce que je me suis dit que ça pouvait être du positif, surtout pour la fin de la campagne qui s'annonce assez rapide en fait, parce que c'est dans une semaine. Mais du coup, non, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très bien. Et c'est très punchy aussi. Le ton était bien. Comment ça peut faire du bien surtout pour la fin de la campagne? Parce que ça a été c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, mais c'est vrai que là, du coup, je pense que ça redonne un souffle à Anne Hidalgo et c'est très bien. Le deuxième tour, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est compliqué. Après, voilà, faut pas aussi regarder que les sondages. On est aussi là pour les convictions. C'est ça qui est le plus important, je pense. Et évidemment, c'est pas facile. On est tous d'accord là-dessus. Ce serait mentir que de dire que c'est pas le cas. Mais du coup, c'est vrai que on verra bien. Mais pour l'instant, on fait la campagne, on l'a fini, et puis on verra à ce moment-là. C'est les électeurs qui décideront. Je ne sais pas si le vote utile c'est quelque chose de forcément très bien. Mélenchon, on parle de vote utile, mais au second tour, il est quand même bien derrière Macron et il n'est pas en position de l'emporter. Le vote utile n'est donc pas forcément utile, en fait. Donc, oui, mais de toute façon, si on ne gagne pas, est-ce que c'est forcément... Voilà, moi je sais pas. C'est vrai que là, le vote utile, c'est ce qu'on dit derrière Mélenchon, mais en même temps, voilà, c'est autant. Moi, je préfère voter pour mes convictions et c'est pas Mélenchon du tout, quoi. Ouais, salut, plaisir. Ciao. Non, mais je veux dire, t'inquiète.